Tout commence par un choix qui semble simple. L'amour, l'engagement, le oui, devant des témoins ou dans le silence d'un accord informel. Une scène banale, presque ordinaire. Deux corps, deux vies, deux mondes qui décident de marcher côte à côte. Mais ce que presque personne ne remarque à cet instant, c'est qu'une porte se ferme, sans bruit, sans serrure visible, sans un son. Elle se ferme, pour toujours. Cette porte n'est pas physique, ce n'est pas une cellule, mais c'est une frontière. Elle sépare ce que l'homme était de ce qu'il est sur le point de devenir. En la franchissant, il laisse derrière lui non seulement son célibat, mais des nuances subtiles de liberté, des traits d'identité, des silences qui lui appartenaient entièrement. Le plus intrigant, c'est qu'à ce moment-là, il ne sent pas le changement. Il est lent, progressif, silencieux comme la nuit qui tombe sur une ville inattentive. Le mariage ne vole rien, mais il exige tout. Chaque choix à partir de là sera un échange, parfois équitable, parfois dissimulé. Le prix ne se paye pas comptant. Il arrive en échéances émotionnelles, en concessions quotidiennes, en morceaux de soi qui se façonnent peu à peu, jusqu'à ce que le miroir reflète un visage différent, un visage qu'il ne reconnaît peut-être plus comme le sien. Et c'est précisément cette transition imperceptible qui la rend dangereuse. Quand l'homme s'en rend compte, la porte est déjà scellée. Impossible de revenir exactement au point de départ. Quelque chose est resté de l'autre côté, quelque chose qu'il ne sait peut-être pas nommer, mais qu'il regrette lors des nuits blanches ou dans les silences partagés qui crient plus fort que n'importe quelle dispute. C'est à cet instant que je t'invite. Si ce genre de vérité muette t'intrigue, si tu cherches à comprendre les coulisses des émotions et les coups invisibles de la vie, abonne-toi maintenant à la chaîne et like la vidéo. Comme ça, tu restes avec nous dans ce voyage de révélation. Certaines gênantes, d'autres libératrices. La liberté n'est jamais arrachée avec violence dans le mariage. Elle est cédée. Et c'est le détail le plus dangereux de tous. Parce que quand on perd quelque chose par choix personnel, le cerveau invente des mécanismes pour justifier. L'homme commence par se dire « c'est juste ça que je lâche » et finit, des années plus tard, sans se souvenir de ce qu'il faisait. Le plus curieux, c'est que personne n'exige cette reddition de façon explicite. Il n'y a pas de contrat où c'est écrit. Tu renonceras à tes après-midi de silence, à tes nuits solitaires, à tes impulsions sans explication. Mais ça arrive, avec un « je sors pas ce soir », un « je crois que c'est mieux de pas voyager maintenant », un « elle aime pas ça », de petits grains qui s'accumulent jusqu'à former un désert. Et pendant un temps, il se convainc que c'est l'amour, et ça peut l'être. L'amour, c'est aussi le sacrifice, dit-on. Mais le sacrifice constant, même volontaire, use, pas dans l'explosion, mais dans l'érosion, un peu par jour, un peu par geste, un peu par silence. Certains hommes se réveillent en chemin avec la sensation d'être dans une maison vaste, confortable, mais aux fenêtres fermées. L'air ne circule plus comme avant. La liberté, autrefois subtile et présente comme une brise, doit maintenant être cherchée comme une bougie dans un sous-sol sombre. Et le plus cruel, c'est que quand il essaie de récupérer ce qui était à lui, il se rend compte qu'il ne sait plus s'en servir. La liberté non entraînée se transforme en peur. Et la peur, à son tour, se déguise en stabilité. Dans chaque maison, il y a un tribunal silencieux, sans juge en robe, sans jury populaire, sans sentence lue à voix haute. Et pourtant, chaque mot, chaque geste, chaque absence est évalué, pesé, archivé. L'homme se marie en pensant avoir un foyer, et il en a un. Mais ce foyer, par moments, se transforme en salle d'audience où les yeux qui aiment surveillent aussi. L'accusation ne vient pas avec des cris. Parfois, elle se présente avec un simple regard de déception. Un « ça va » qui dit exactement le contraire. Une assiette laissée dans l'évier qui représente en fait une faute morale. Et ainsi, jour après jour, l'homme apprend à décoder les codes de cette nouvelle justice qui régit le mariage. Une justice qui punit par des distances, qui exige par des silences et qui accorde rarement l'absolution. Dans ce tribunal invisible, les erreurs ne s'oublient pas. Elles s'empilent en couches de mémoire émotionnelle. Il peut ne pas se souvenir de ce qu'il a dit ce mardi-là il y a des mois, mais elle s'en souvient. Et plus que se souvenir, elle interprète. Et plus qu'interpréter, elle ressent. Le jugement n'est pas logique. Il est sensoriel. Il est continu. Il essaie de se défendre parfois. Il justifie, s'explique, argumente. Mais le verdict est déjà rendu avant même la réponse. Parce que, dans bien des cas, il ne s'agit pas de ce qui a été fait, mais de ce qui a été ressenti. Et dans ce territoire, les arguments ont peu de valeur. Avec le temps,
Il se rend compte que la peur de se tromper dépasse le désir d'être authentique. Et ainsi, sans s'en rendre compte, il commence à modeler ses pas, ses mots, son essence, pas par oppression, mais par autoprotection. Au début, les mots coulent facilement. Les malentendus surgissent et se dissipent vite en rire ou en réconciliation chaleureuse. Mais, avec le temps, les dialogues deviennent trop prudents, presque répétés. Et au lieu de disputes, naît un silence épais. Pas le silence de la paix, mais celui de l'omission, de la prudence et de l'accumulation. Ce silence n'est pas vide. Il porte tout ce qui n'a pas été dit. Les petites rancunes balayées sous le tapis, les critiques avalées par peur du conflit, les envies niées qui se transforment en ombre. L'homme sent que quelque chose a changé, mais il ne sait pas l'expliquer. Il sent juste l'air plus lourd dans la pièce, les regards plus retenus, les gestes moins spontanés. L'absence de dispute ne signifie pas l'harmonie. Dans bien des cas, c'est le signe que le dialogue est mort. Et quand les mots s'arrêtent, les pensées se multiplient. Le silence devient un terrain fertile pour les suppositions, les jugements internes, les sentiments non résolus. Il commence à marcher dans sa propre maison comme on traverse un champ de mines, en évitant les sujets, en détournant les regards, en protégeant les zones fragiles de la vie commune. Le curieux, c'est que devant les autres, tout semble normal. Le couple parle, rit, vit. Mais il y a un pacte tacite de garder le silence sur ce qui compte vraiment. Parce que rouvrir les plaies, c'est du boulot. Parce qu'admettre l'inconfort demande du courage. Et parce que, au fond, les deux savent qu'il y a des douleurs qui ne guériront peut-être pas. Juste une accommodation. Ce genre de silence ne se brise pas. Il s'installe. Il se répand dans les pièces comme un parfum aigre-doux. Jusqu'au jour où l'homme se rend compte qu'il ne sait plus comment parler, ni avec elle, ni avec lui-même. Peu le remarque, mais l'homme, en se mariant, gagne un nouveau nom, pas sur les papiers, mais dans la perception sociale, émotionnelle et interne. À partir de ce moment, il n'est plus juste lui et devient le mari de quelqu'un. Cette nouvelle identité arrive sans avertissement, sans cérémonie. Elle s'infiltre dans les conversations, les présentations, les jugements des autres, et encore plus dans la façon dont il se voit lui-même. Avant, il était un univers personnel, avec ses manies, ses vices, ses rythmes propres, avec des désirs spontanés et des décisions indépendantes. Mais maintenant, tout ce qu'il fait passe par un nouveau filtre, celui de la vie à deux. Ses choix sont calibrés, ses envies pesées, et sa spontanéité, peu à peu, est remplacée par une prudence invisible. Ce qui effraie le plus dans cette transformation, ce n'est pas ce qui se perd tout de suite, mais ce qui s'efface lentement. L'homme commence à s'adapter, et s'adapter trop, c'est un chemin risqué. Il devient ce qu'on attend de lui, plus mature, plus présent, plus centré. Mais au fond, peut-être juste plus retenu, moins audacieux, moins lui-même. Il y a un prix à la renonciation silencieuse de l'identité. L'homme ne sait plus si ce geste était le sien ou conditionné, si cette réponse venait du fond de lui ou de l'habitude. Et quand il essaie enfin de se reconnecter à qui il était, il se rend compte que l'accès est verrouillé de l'intérieur. Cette nouvelle identité émotionnelle, bien qu'invisible, pèse lourd. Il représente maintenant deux personnes. Il porte l'équilibre de la maison, la paix de la partenaire, les décisions du couple. Et ça, même si ça semble de la force, c'est parfois juste une surcharge. Dès l'enfance, l'homme est entraîné à être le pilier, fort, inébranlable, pourvoyeur, protecteur. Cette image se cristallise avec le temps et prend encore plus de force quand il entre dans le mariage. À partir de là, être homme ne suffit plus. Il faut être un exemple, une certitude, le sol ferme où tout doit s'appuyer. Et ce poids n'arrive pas avec des cris, ni avec des exigences directes. Il vient comme une attente muette, comme un regard qui espère, comme une absence qui réclame une présence. L'homme sent qu'il doit tout tenir debout. La maison, l'humeur, la sécurité, l'avenir. Il peut rarement flancher, parce qu'il a appris que la fragilité masculine effraie, que la fatigue émotionnelle est synonyme de faiblesse, que demander de l'aide, c'est pas pour eux. Et ainsi, jour après jour, il porte non seulement ses douleurs, mais celles de l'entourage, sans partager, sans se confier, juste en supportant. Le mariage devient alors une scène où il doit performer la stabilité même quand tout hurle en lui. Et cet effort silencieux draine l'énergie, mine l'authenticité. Il commence à sourire par automatisme, à acquiescer pour la paix, à céder par habitude. Et personne ne le voit, parce que l'homme qui tient bon devient invisible.
On ne prend pas soin de ce qui ne casse jamais, mais à l'intérieur, il casse, petit à petit, dans le silence, dans la fatigue déguisée en distraction, dans la colère contenue qui s'accumule comme de la rouille émotionnelle. Et même quand il explose seul, parce qu'il a appris que la douleur masculine ne touche pas, elle dérange. Le plus cruel, c'est que ce fardeau, souvent, n'est même pas imposé par celle à côté. Il est auto-imposé, internalisé. Il fait partie du rôle qu'il croit devoir jouer pour que tout reste en ordre. Et ironiquement, plus il essaie de soutenir le monde, plus il s'éloigne de lui-même. Au début, tout est neuf. Chaque geste porte la découverte. Chaque contact a le goût de la nouveauté. Les jours semblent différents, même quand ils se ressemblent. Mais comme tout spectre silencieux, la routine s'installe doucement, par les fentes du temps, par les détails oubliés. Et quand on s'en rend compte, elle n'est plus une visite. Elle est devenue locataire de la maison. La routine ne crie pas, mais elle étouffe. Elle s'assied à table avec le couple, se glisse entre les deux la nuit, marche à leur côté le week-end. Elle ne dérange pas, elle répète. Et dans cette répétition, quelque chose s'éteint. Les conversations raccourcissent. Les regards deviennent techniques. Les baisers, programmés. La vie se transforme en agenda. Et dans cet agenda, l'homme se voit changer en rouage d'un système. Plus quelqu'un qui vit, mais quelqu'un qui fonctionne. Ce fantôme de la répétition traîne des chaînes invisibles. L'obligation d'être toujours là. La prévisibilité de l'affection. La mécanisation des gestes. Ce n'est pas qu'il a cessé d'aimer, mais il commence à aimer en pilote automatique. Et ce genre d'amour, même muet, pèse lourd. Il y a des jours où il regarde autour de lui et tout semble à sa place. Mais c'est précisément ça qui l'inquiète, parce que l'absence de chaos peut aussi être une forme d'emprisonnement. La stabilité, quand elle laisse pas de place à l'imprévu, devient une prison déguisée en confort. Et c'est là que l'esprit commence à vagabonder. Pas par manque d'engagement, mais par manque de surprise. Le mariage, à ce stade, devient un scénario connu. Chaque réplique, chaque geste, chaque réaction, déjà prévue, déjà répétée. Et l'homme, qui un jour était le héros de sa propre histoire, se sent maintenant comme un figurant dans une pièce qui se joue à chaque acte. Il respire, mais ne vit pas. Il accomplit, mais ne ressent pas. Et cette absence d'intensité commence à ronger de l'intérieur, silencieuse comme la rouille qui s'installe sans prévenir. Il y a des rêves qui ne meurent pas, ils sont juste repoussés, rangés dans un coin, pliés avec soin, comme des vêtements hors saison. L'homme se marie en croyant que ses rêves seront encore là, attendant patiemment que tout s'organise. Mais le temps n'est pas complice. Il exige, il disperse. Il enseigne que, plus tard, est un endroit où presque rien ne survit. Les projets qu'il avait, ce voyage, ce changement de carrière, cette idée folle qui battait fort, commencent à être mis de côté, pas par manque d'amour, mais par responsabilité. Il se dit lui-même, c'est pas le moment. Et peut-être que c'est vrai. Mais le problème, c'est que le bon moment n'arrive jamais. Il y a toujours une facture, un engagement, une peur plus grande. Peu à peu, ses rêves perdent leur forme. Ils deviennent abstraits. Il les mentionne encore de temps en temps, mais sans éclat dans les yeux, comme quand on parle d'un pays qu'on n'a jamais visité, mais dont on a entendu du bien. Et la vie continue. Elle fonctionne. La famille grandit. Les jours s'emboîtent comme des engrenages. Mais en lui, quelque chose reste muet, comme un écho d'une époque où il se voyait encore comme l'auteur de sa propre histoire. Cette ombre des rêves non réalisés ne hante pas tous les jours. Mais elle surgit à des moments précis, dans une conversation anodine, en entendant une vieille chanson, en voyant quelqu'un réaliser ce qu'il a remis à plus tard. Dans ces instants, il sent l'absence de quelque chose qu'il ne sait pas bien nommer, mais qui pèse comme un vide avec une forme. Et le plus intrigant, c'est qu'il se plaint rarement, parce que, d'une certaine façon, il croit avoir fait le bon choix. Il a opté pour la stabilité, il a fait ce qu'on attendait. Mais il y a des nuits où il s'allonge en silence, fixe le plafond, essaie de se rappeler où il a laissé la clé de la porte qui menait à ses propres rêves. Aimer semble simple, mais ça ne l'est pas. Aimer demande plus que du sentiment. Il faut savoir guider, comprendre, céder, rester, même quand le chemin est sombre et les panneaux éteints. Et l'homme, la plupart du temps, entre dans le mariage avec les meilleures intentions, mais les mains vides. Il n'a pas reçu de mode d'emploi. Personne ne lui a appris à aimer avec présence émotionnelle, à écouter sans résoudre, à prendre soin sans s'effacer. Il apporte ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a compris.
Mais presque tout ce qu'il a appris concernait être fort, responsable, fiable, peu, ou presque rien, sur être sensible, exprimer la fragilité, écouter ce qui n'est pas dit. Et alors il aime avec ce qu'il a, attention pratique, gestes concrets, protection muette, mais souvent, ça ne suffit pas. Elle veut de la conversation, il propose une solution. Elle veut de l'affection, il offre de la stabilité. Elle veut de l'émotion, il donne de la logique. Et dans ce décalage de langage, naissent des frustrations mutuelles. Pas parce qu'il n'y a pas d'amour, mais parce que personne n'a enseigné comment faire comprendre cet amour. Avec le temps, il commence à se rendre compte qu'il est toujours un pas en retard, comme quand on essaie de monter un puzzle sans l'image de référence. Et chaque tentative ratée use. Il se sent insuffisant, mal compris, déplacé dans son propre foyer. Et peu à peu, il commence à se taire. Après tout, si même l'amour peut rater, qu'est-ce qui reste? Aimer sans mode d'emploi, c'est comme traverser une mer inconnue dans un bateau bricolé. Ça demande du courage, mais aussi de l'humilité. Et l'homme, dans sa solitude émotionnelle, continue souvent à ramer, sans savoir s'il va dans la bonne direction, juste en essayant de ne pas couler. Longtemps, il a cru que aimer suffisait, qu'être présent, partager la vie, soutenir la maison et écouter les douleurs suffirait à bâtir un amour solide. Encore plus, il a cru qu'avec son effort, il pourrait guérir ses blessures à elle, dissoudre les traumas, effacer les anciens vides. L'homme entre souvent dans le mariage avec cet instinct de réparateur, comme si l'amour était aussi de la colle. Mais avec le temps, il découvre, lentement et en silence, que personne ne sauve personne. Et cette révélation, même si elle semble cruelle, est l'une des épreuves les plus dures de la maturité, parce qu'il y a des douleurs qui n'appartiennent qu'à elle, des angoisses qu'aucun câlin sincère n'atteint, des trous que aucun geste ne comble. Et lui, malgré tous ses efforts, ne peut pas empêcher qu'elle sombre dans ses propres abîmes quand ils surgissent. Cette impuissance fait mal, pas par ego, mais par tendresse, parce que l'homme veut protéger. Mais il commence à comprendre que protéger, ce n'est pas blinder, c'est être là. Et parfois, même en étant là, l'autre se brise. Même en aimant, l'autre s'éloigne. Même en prenant soin, l'autre souffre. Et ce n'est pas un échec, c'est humain. La même vérité s'applique à lui. Personne ne le sauve. Personne ne voit la fatigue dans ses yeux, le silence prolongé qui cache une demande d'aide non dite. Il apprend dans sa chair que le secours qu'il espère ne viendra peut-être jamais. Parce que tout le monde est occupé à tenir ses propres structures, debout. Et dans cette solitude partagée, il se tait, mûrit, s'endurcit. L'amour, alors, prend un autre poids. Il cesse d'être un refuge et devient une cohabitation. Il comprend qu'aimer ne suffit pas. Il faut survivre à deux. Et survivre, parfois, demande plus de résistance que de romantisme. Au final, le plus grand prix que l'homme paye en se mariant n'est pas dans ce qu'il perd, mais dans ce qu'il cesse d'être. Et ce n'est ni bien ni mal. C'est juste réel. Il regarde en arrière et ne se reconnaît plus entièrement. Il y a des fragments de lui éparpillés dans le temps, des parties restées dans d'anciennes habitudes, d'anciennes envies, d'anciennes versions. Rien de tout ça ne revient. Et cette prise de conscience n'arrive pas d'un coup. Elle s'installe doucement, comme tout ce qui est trop vrai pour être ignoré. Accepter qu'il n'y a pas de retour en arrière, c'est comprendre qu'une fois franchi le portail de l'engagement, de la routine, des choix partagés, de la reddition muette, quelque chose en lui s'est reconfiguré. L'homme qui entre dans un mariage ne sera jamais le même que celui qui a quitté le célibat. Ni meilleur, ni pire. Juste un autre, transformé par les exigences de la vie à deux, par les douleurs qu'il a portées en silence, par les concessions qu'il a faites sans les nommer sacrifices. Cette transformation a un prix. Elle demande d'enterrer des parties de soi pour que d'autres puissent naître. Elle exige de faire la paix avec ce qu'on n'a pas accompli, de trouver de la valeur dans ce qu'on a bâti, même si le chemin a été tordu, usé, rempli de silence et d'ombre. Et plus que tout, elle impose d'accepter l'imperfection de son propre rôle, parce qu'il n'existe pas de mari idéal. Il n'y a que l'homme possible, qui essaie, qui rate, qui s'ajuste, qui résiste. Parfois aimant avec fougue, d'autres fois juste tenant bon, mais toujours en mouvement, même intérieurement. Et si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que toi aussi tu cherches à creuser ces couches que peu osent explorer. Alors pars pas maintenant. Il y a d'autres vidéos qui popent sur l'écran, prêtes à te faire cogiter, réfléchir, peut-être même te secouer. Choisis-en une. Continue le voyage. Parce que comprendre le prix qu'on paye,
Ça peut être le premier pas pour apprendre à le chérir pour de vrai.